Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques audio des réfracteurs. Je suis votre serviteur Spike et je vais vous accompagner pendant quelques minutes pour parler de Patty Hearst dans le cadre de notre grande rétrospective Paul Schrader qui se déroule pendant tout le mois de novembre sur notre site lesréfracteurs.fr. Et comme pour la plupart des podcasts consacrés à Paul Schrader, j'ai à mes côtés Gré Pigeon. Comment vas-tu, Gré Pigeon ? Salut Spike, je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi de parler de Paul Schrader comme tout le mois de novembre et je suis encore plus ravi de parler de Patty Hearst, une femme au destin incroyable. Alors tu parles d'invitation, Gré, mais ça n'en est plus vraiment une puisque depuis le dernier podcast on a discuté, on a fait le point ensemble, on a pris beaucoup de plaisir à travailler autour de Paul Schrader et on aimerait étendre cette aventure plus largement. Donc on t'a proposé de rejoindre les réfracteurs et tu as répondu oui pour notre plus grand plaisir. Donc au nom de toute l'équipe, je te souhaite la bienvenue parmi nous, tu es ici chez toi. C'est vraiment gentil, le plaisir est partagé et je suis ravi d'être là et de pouvoir parler cinéma. Alors on l'a dit, aujourd'hui on va parler de Patty Hearst, sorti en 1988, d'après le livre de Patty Hearst justement et d'Alan Moskau, sur un scénario de Nicolas Kazan, le fils de Elia Kazan, le célèbre réalisateur, un film dans lequel on va retrouver Natasha Richardson dans le rôle de Patty Hearst, Ving Rhames pour jouer Chinque et William Forsythe qui incarne Teco notamment. Alors avant de se pencher sur le film à proprement parler, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'où en est Paul Schrader à ce moment de sa carrière. Jusqu'à présent, il est surtout reconnu pour ses scénarios. On a parlé par exemple de son travail avec Scorsese à travers Taxi Driver ou Raging Bull. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment de sa carrière, Paul Schrader est un peu moins versé vers l'écriture et va se tourner vers l'image. Il devient un peu moins écrivain, il est un peu plus faiseur. En 1988, il signe quand même un scénario important parce que toujours pour son pote Scorsese, il va sortir La dernière tentation du Christ. Et peut-être que l'écriture de scénario très difficile va le conduire à accepter un travail juste de réalisateur sur l'histoire de cette Patty. Alors Patty, c'est pas n'importe qui. Déjà pour Schrader, c'est pas n'importe quoi. C'est une femme. Schrader n'a pas l'habitude d'écrire des femmes. C'est une première pour lui. On peut penser à son film La Féline, dont tu avais fait une chronique audio, qui mettait en scène une femme, mais le personnage principal, c'était le gardien du zoo. Et donc, c'est un vrai tournant dans sa carrière pour lui de cette histoire de Patty Hearst. D'ailleurs, la place du biopic n'est pas non plus innocente dans la filmographie de Paul Schrader, puisque c'est la deuxième fois qu'il s'y adonne après Mishima, et juste avant de se pencher sur l'histoire de Bob Crane dans Autofocus. Alors pour bien comprendre le scénario de Patty Hearst, il suffit peut-être de raconter l'histoire vraie, celle de cette femme un peu étrange qui va se retrouver entre les mains de ravisseurs tout aussi lunaires. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'elle, puisque je crois que tu as mené des recherches un peu plus approfondies que moi à ce sujet. Alors Patty Hearst, c'est pas n'importe qui. Le grand public américain, au moment où sort le film, la connaît. Déjà pour son histoire, mais connaît surtout sa famille. Patty Hearst, c'est la fille de Randolph Hearst, qui est un magnat de la presse, et la petite fille de William Randolph Hearst, qui est également un magnat de la presse, un homme très important dans la Californie des années 20, 30 et 40, tant et si bien que Orson Welles va raconter sa vie dans son film Citizen Kane. C'est d'ailleurs un personnage qu'on retrouvait dans Manque de David Fincher, interprété par Charles Dance. Tout à fait. Alors, Patty Hearst, le film ne fait pas mention du grand-père. On sait juste, en tout cas, qu'elle fait partie d'une famille très aisée. Alors tu as raison, le grand-père est absent du film, mais dans la mémoire collective américaine, c'est forcément quelqu'un qui est bien identifié, et lorsqu'on parle de Patty Hearst, on fait forcément le lien. Ce n'est peut-être pas évident pour nous les Européens, mais outre-Atlantique, c'est une certitude. Alors cette jeune femme, Patty Hearst, issue d'un milieu bourgeois, on reviendra sur ce mot un peu plus tard, elle va subir un drame puisqu'elle va être enlevée par un mouvement révolutionnaire américain, un peu lunaire, il faut bien le dire, et elle va se retrouver embrigadée. On va progressivement lui laver le cerveau. Alors évidemment, à la base, on l'enlève pour faire libérer des prisonniers, mais on va comprendre qu'on ne va pas obtenir ce qu'on espère, et donc on va la reconditionner et faire d'elle une membre de l'ALS, une terroriste. On pourrait même, je pense, parler de syndrome de Stockholm. Ah oui, là on est en plein dedans. Alors Greg, je te propose de suivre le film au fil des événements, et la première chose qu'on va vivre dans Patty Hearst, c'est la scène de l'enlèvement donc. Personnellement, j'ai trouvé ça assez intéressant d'installer un personnage par une destruction. Initialement, Paul Schrader nous montre du chaos, ça tire dans tous les sens, le petit ami de Patty se barre en courant, et on finit par la capturer. Mais c'est vraiment une scène, on a presque l'impression que c'est une scène de guerre en fait, non ? Les révolutionnaires défouraillent dans tous les sens, ils sont violents, ils ont presque pas de visage. On pourrait penser à des scènes qu'on verrait dans un film de guerre dans lequel l'ennemi est toujours le même, il n'est pas défini.
Et on ressent le désarroi que ressent Patty à ce moment de l'histoire. D'ailleurs, en parlant d'imagerie guerrière et de la manière dont sont vêtus les membres de l'ALS, je crois que tu avais un petit rapprochement à nous faire. Les membres de l'ALS, dans la vraie vie, se revendiquaient des mouvements révolutionnaires sud-américains. Ils ont une image très proche de celle du Che Guevara, qui est leur idole. C'est rigolo, c'est que un documentaire est sorti quelques années après le film de Schrader, et dans lequel on retrouvait les personnages encore vivants de cette histoire. Et encore aujourd'hui, ils parlent avec nostalgie des mouvements révolutionnaires sud-américains, et notamment du Che Guevara et de la révolution cubaine. Alors on l'a dit, Patty va se faire enlever, on va lui bander les yeux, on va l'enfermer dans un placard, et à partir de là, Paul Schrader va entamer une longue phase qui va durer environ 20-25 minutes, où il va nous restituer le lavage de cerveau qui va frapper Patty. Et c'est peut-être dans cette partie du film que j'ai trouvé Schrader le plus intéressant. Tout à fait, Schrader va d'abord la démolir et la reconstruire. Patty est incapable d'effectuer le moindre geste, elle ne peut plus se laver, elle ne peut plus aller aux toilettes toute seule, mais il va la reconstruire petit à petit. Alors toute cette phase de lavage de cerveau, moi elle m'a particulièrement interpellé parce que j'ai eu l'impression que Paul Schrader voulait ramener son héroïne au stade de bébé. On l'enferme dans un placard et les premières choses que Patty Hearst va percevoir, ce sont les sons qui sont autour d'elle comme un fœtus qui serait dans le ventre de sa mère en quelque sorte. Sauf qu'ici, ça ne va pas être des messages d'amour, ça va être des messages fortement politiques en vue de la convaincre du bien fondé des agissements de l'ALS. La motivation de l'ALS, à mon avis, dans cette première partie du film, est mouvante. Au début de l'enlèvement, je pense que leur seul but, c'est de la punir. Elle fait partie de la classe très aisée américaine. Eux, ce sont des révolutionnaires sans le sou. D'ailleurs, ils ne cessent de dire qu'ils n'en veulent pas de l'argent, ils veulent un monde juste, un monde communiste. Au fur et à mesure que la détention va durer, ils vont se lier d'amitié et voire plus avec elle, et donc ce message politique très difficile, très violent, va devenir un message politique qui se veut convaincant. Au fur et à mesure de la détention, Patty va également devenir amie avec quelques-uns de ses tortionnaires, notamment les personnages féminins qui vont jouer un vrai rôle maternel vis-à-vis de Patty. Elles vont la laver, elles vont lui brosser les cheveux, ce qu'on n'avait pas du tout au début de sa captivité. Absolument, et si les personnages féminins du film jouent les rôles maternels, c'est Ving Rhames dans le rôle de Cinque qui va endosser le rôle du père, puisque à un moment assez clair du récit, dans une scène un petit peu farfelue que nous propose Paul Schrader alors que les révolutionnaires dansent sur de la musique, Cinque va commencer à faire un discours où il va se décrire comme un père, il va saluer les enfants qu'il a quittés, et on a là l'impression vraiment d'une figure paternelle forte qui va remplacer le père de Patty qu'on ne voit finalement qu'à travers des écrans dans le film. Un père, certes, mais un père incestueux, car il ne va pas hésiter à utiliser Patty pour assouvir ses désirs sexuels. Une scène assez troublante dans laquelle Ving Rhames est filmé en contre-plongée, torse nu, à contre-jour. Il est sublime, il rentre dans le placard de Patty et lui intime l'ordre de se déshabiller. La scène s'arrêtera là. C'est peut-être le moment d'ailleurs de souligner cette performance de Ving Rhames, qui n'était pas très connu à l'époque, mais qui offre vraiment quelque chose de primaire, d'animal. C'est un prédateur et à la fois un forcené total. On a l'impression qu'il ne sait pas exactement où il va, mais qu'il y va tête baissée. Pendant toute sa détention, Patty est persuadé d'avoir affaire à un front révolutionnaire extrêmement organisé et très puissant avec de nombreux membres. On lui répète sans cesse, tu entends toujours les mêmes voix, certes, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes juste la partie violente du mouvement. Patty va apprendre plus tard que tout ça n'en est rien et qu'elle a face à elle l'ensemble des révolutionnaires. Si ce mouvement existe, c'est uniquement par le charisme et la puissance de Ving Rhames. Absolument, la séduction se veut d'abord animale avant d'être politique. Et c'est peut-être là que Schrader est le plus efficace. J'aimerais quand même qu'on s'arrête une seconde sur la performance de Natasha Richardson que moi j'ai trouvée plutôt convaincante. On lui offre un rôle qui est franchement casse-gueule, il faut le dire. Jouer le syndrome de Stockholm, il ne doit pas y avoir grand-chose de pire pour un acteur parce qu'il faut être capable d'être dans la subtilité et dans la suggestion. Et j'ai trouvé qu'elle répondait plutôt bien à la mission qu'on lui confiait. J'ai particulièrement aimé la mentalité qu'elle affiche. En fait, elle incarne une femme qui est prête à tout pour survivre et elle dira même que c'est cela que l'Amérique finira par lui reprocher lorsqu'elle se fondra dans le mouvement de l'ALS après avoir été endoctrinée. Mais je crois que toi, tu avais un petit peu plus de réserve sur sa performance. Tout à fait, mais j'ai des réserves pour sa performance au même titre que j'ai des réserves sur le film et notamment sur sa deuxième partie. J'ai du mal à rentrer en empathie avec le personnage de Patty et j'associe peut-être ça à sa performance car les choix qu'elle fait et la manière dont elle les interprète ne sont pas toujours d'une logique impitoyable pour moi.
Il faut dire quand même que Paul Schrader va demander à ses acteurs dans le film d'être dans une espèce de surjeu ou dans une espèce d'acting qui se voudrait un petit peu grotesque. Il est vraiment dans la caricature totale et c'est peut-être ça qui peut un peu gêner le visionnage, j'ai l'impression. Surtout pour les personnages secondaires. Tous les révolutionnaires en font énormément, sont dans l'exagération, tandis que Patty, elle est dans la retenue. Elle est spectatrice de sa propre histoire. Alors pour restituer ce rôle de spectatrice, comme tu le dis, Paul Schrader va s'appuyer sur un montage relativement évanescent qui va mélanger les évocations du passé, qui va faire planer la mort également. Ce sont des scènes assez étranges où Patty se revoit dans sa famille biologique, mais des séquences dans lesquelles ses yeux sont quand même tout de même bandés. On a l'impression que l'ALS, en lui lavant le cerveau, a corrompu ses souvenirs. Et d'ailleurs, on va faire peser sur Patty une peur permanente. Lorsqu'à un moment, les révolutionnaires vont demander au père de Patty de fournir des bons alimentaires pour les personnes les plus défavorisées en échange de la libération de Patty, cette dernière va émettre quelques réserves sur la demande de l'ALS et on va immédiatement la punir et lui intimer l'ordre de se taire, de ne pas penser par elle-même. La mission première de l'ALS dans cet enlèvement, c'est de faire de Patty une marionnette. Et Schrader va pour cela utiliser un de ses artifices favoris, celle de la voix off. On va entendre Patty se convaincre à la fois du bien fondé de ses décisions, mais également s'inventer des histoires. Elle va s'inventer une mythologie qui va nous faire comprendre pourquoi elle succombe à la LS et à ses bouffons et à ses clowns. Je suis comme toi, avec cet artifice, j'ai eu l'impression que Schrader voulait vraiment émuler l'ébullition d'un cerveau qui est poussé dans ses derniers retranchements. Et c'est franchement la meilleure partie du film, selon moi, et je crois que tu es assez d'accord avec moi. De très très loin, mais pas uniquement sur un plan scénaristique, mais également sur un plan formel. Paul Schrader est vraiment passionnant sur cette première partie. Il m'a fait énormément penser à Mishima, de par le choix de ses décors, de ses couleurs. Oui, il est dans une imagerie finalement très artificielle. Ses décors sont factices au début. C'est ça. Alors que dans la deuxième partie du film, à partir du moment où Patty embrasse la cause de l'ALS, on retrouve un style beaucoup plus classique, une lumière naturelle, beaucoup plus normale. On n'est plus du tout dans le rêve que Patty s'est construit, on est dans une réalité difficile. Oui, absolument. Et avant d'aller vers une imagerie plus concrète, comme tu l'as dit, Schrader va quand même souligner une dernière fois d'un geste d'auteur toute l'absurdité de la situation. Dans la scène où Patty est enfin libérée des entraves qui étaient les siennes, où elle peut enfin voir ses ravisseurs, il va offrir une lumière presque divine autour de Patty Hearst en faisant une figure religieuse. Tiens, Paul Schrader et la religion, ça n'est jamais aussi éloigné que ce qu'on pense. Et un par un, elle va reconnaître chacun de ses ravisseurs qui, eux aussi, sont dans une espèce d'esthétique fantasmés. On a l'impression que leurs corps sont huilés. C'est la dernière fois d'ailleurs où ces ravisseurs seront représentés comme ce qu'elle sait imaginer, c'est-à-dire des gens beaux, des gens intéressants. Et nous allons les voir enfin pour ce qu'ils sont vraiment, comme je le disais avant, des clowns. C'est à partir de là que Paul Schrader va vraiment réfléchir à la sphère politique. Et là, toi comme moi, on a quand même eu quelques problèmes, j'ai l'impression, à comprendre quel message voulait faire passer Paul Schrader. Personnellement, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, aux États-Unis, il y a une détresse sociale. Il y a des problèmes de pauvreté. Et je ne suis pas en train de dire que l'ALS était légitime. Ça n'est jamais légitime d'enlever des gens, de demander des rançons, d'assassiner d'autres personnes. Par contre, il y avait une espèce de détresse sociale aux États-Unis que Schrader ne va pas franchement mettre en image. Il va se détacher de tout message sociétal, j'ai l'impression. Et ça n'est pas forcément quelque chose de réussi dans le film. On devrait suivre l'histoire d'un mouvement révolutionnaire et finalement ce qu'on suit c'est l'histoire d'une secte. Vingram c'est un leader sectaire qui est suivi par des suiveurs. Vraiment, excusez-moi le néologisme. Mais c'est vraiment cela. Ils ont une idéologie politique, en tout cas ils s'en inventent une, mais ça n'est jamais vraiment le fond de l'histoire. Au final, ce ne sont jamais que des gens qui ont braqué des banques. Absolument. L'esprit de meute animale, on le ressent. L'esprit de révolutionnaire, on ne le ressent presque pas du tout. En fait, on a devant nous un mouvement qui est complètement fou, qui a une espèce de folie des grandeurs complètement exacerbée et qui est dans une espèce d'extase de la révolution permanente, complètement déconnectée de la réalité. J'ai l'impression que nous, en tant que spectateurs, on a du mal finalement à adhérer à ce groupe et à comprendre Patty et l'emballement qu'elle a eu pour ce mouvement. Je pense que nous ne sommes pas les seuls, et à mon avis, c'est l'intention de Schrader, car on sent que Patty elle-même se pose des questions. Dans toutes les actions qu'entreprend la LS, Patty est là comme une spectatrice. On ne la sent pas motivée.
Patty, comme beaucoup de héros schraderiens, est un personnage qui porte un masque au sens figuré, dans le sens où elle ne vit pas la vie qu'elle veut vivre, elle fait semblant. Dans Mishima, Schrader utilisait les flashbacks qui étaient liés à son œuvre pour rendre ses masques métaphoriques. Dans Patty Hearst, et surtout Autofocus, la biographie qu'il signera après, c'est flagrant. Patty choisit de rester avec le mouvement, mais on ne sent jamais son implication totale, elle joue à la révolutionnaire, elle n'en est pas une. En fait, finalement, j'ai l'impression que dans l'ALS, on retrouve le système pourri que Shredder a tellement aimé disserter, et c'est un concept qu'on a tissé pendant tout le mois de novembre, finalement. C'est une obsession chez Shredder. La légitimité de leur action, en fait, est décrédibilisée par leur ridicule. Je te rejoins complètement. J'ai l'impression que Paul Schrader, il ne donne pas de vrai point de vue à l'ALS. Il les prive en fait de tout regard, et du coup, on n'a aucun sentiment d'adhésion à leur lutte. On peut d'ailleurs prendre en exemple cette scène où ils braquent une banque et où après ils vont se rouler dans les billets, eux qui jusqu'à présent n'avaient de cesse de cracher sur l'argent et de vouloir démolir le système. Finalement, on se rend compte de toute l'hypocrisie de l'ALS et on retrouve là le schéma schraderien typique. Le schéma schraderien qui veut que l'individu se place toujours au-dessus du groupe. Schrader prend parti pour Patty contre ses geôliers, ce qui peut se comprendre si on a une vision globale de ce qui va l'attendre, mais cela nous rend les choix de Patty assez difficiles à comprendre et à accepter, d'autant plus que selon moi, toute la partie de lavage de cerveau n'est qu'à moitié convaincante. Alors pourtant, et on peut s'interroger là-dessus, ça aurait pu être le film de Paul Schrader où l'opposition entre pauvres et riches, comme on l'avait souligné pour Blue Collar par exemple, aurait pu être la plus éclatante. Il y avait là forcément le terreau pour développer ce débat social, mais Paul Schrader s'y refuse inlassablement. Il ne prend pas parti, il critique de toutes parts et c'est un problème du film selon moi. Le contrepoids politique au capitalisme est complètement tourné en ridicule à travers cette bande de branquignols qui est complètement ivre de démence et qui sont dans une espèce de vie de bohème. Je me demande personnellement si là, pour Paul Schrader, il n'y a pas un acte manqué, s'il n'aurait pas dû faire un petit peu plus sur le contexte politique, un peu moins sur l'humain, mais offrir un vrai sous-texte à son œuvre, un autre niveau de lecture si tu veux. Le même message est porté par Schrader sur le racisme. Lorsque le personnage de Shinkwei disparaît, sans leader, les membres de l'ALS vont vouloir s'en trouver un autre et vont vouloir avoir absolument un leader noir. Cela, à leurs yeux, leur donne une légitimité. Aux yeux de Paul Schrader, dans la manière dont il nous le décrit, ils sont au contraire encore plus ridicules. Oui, c'est une véritable obsession pour eux, comme cette obsession du mot bourgeois qui ne cesse de revenir en permanence et qui a un aspect un peu grotesque dans les dialogues, il faut bien le dire. Alors finalement, Gray, est-ce que Patty Hearst ce serait pas un monstre à deux visages ? Il y en a un qui est assez réussi, c'est celui de l'endoctrinement comme on l'a dit, et il y en a un qui est un peu plus bancal, celui du message politique. Est-ce que finalement Paul Schrader n'a pas essayé de faire deux films et a éprouvé un peu de mal à les réunir pour en faire une seule œuvre ? C'est exactement mon sentiment, et c'est ce qui fait, selon moi, le premier film un petit peu faible de la filmographie de Paul Schrader, si on exclut Electric Blue. Patty Hearst représente vraiment un tournant dans la filmographie de Paul Schrader, et il va devenir un cinéaste moins intéressant dans la décennie qui va venir. Et Patty Hearst souffre de beaucoup de défauts que les films suivants de Paul Schrader auront également. Oui, il est peut-être temps de dire à nos auditeurs et à nos lecteurs, pour ceux qui lisent des articles, qu'on va entamer une période de la carrière de Paul Schrader où on peut parler d'une certaine traversée du désert où l'auteur va se chercher un petit peu. Alors rassurez-vous, on va quand même vous proposer du contenu intéressant parce que même dans ces films faibles, on a décelé certains messages profonds propres au cinéma de Paul Schrader. Mais peut-être qu'effectivement, Patty Hearst est le début d'une espèce de petite descente avant que Paul Schrader revienne en grâce à la fin des années 2010. Maintenant que je suis membre à part entière des réfracteurs, j'ai bien compris le principe, il faut que l'on donne une note. Et donc c'est moi qui vais te demander en premier quelle note tu donnes à ce Patty Hearst. Ah, le salaud! Je t'ai piqué ta phrase. Eh bien écoute, comme on l'a dit, moi je trouve que c'est un film qui attend deux parties et qui a une partie qui est très réussie, l'endoctrinement, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, et une autre qui l'est beaucoup moins, donc je vais couper la poire en deux, je donnerai un 5 sur 10 à Patty Hearst. Et toi Gray ? Alors moi je vais te donner une note un petit peu supérieure, car je considère que la première partie mérite un bon 7 sur 10 et une deuxième partie beaucoup plus faible, un 4 sur 10, ce qui nous fait une moyenne de 5,5. Eh bien mettons-nous d'accord pour arrondir en dessous et pour donner un 5 sur 10 à Patty Hearst, qu'on recommandera quand même pour ceux qui suivent avec nous durant tout ce mois la filmographie de Paul Schrader, parce que ça n'est pas non plus un film raté. Je dirais plutôt que c'est un film qui se trompe parfois, mais qui est tout de même un vrai film de réalisateur avec une vision sur le cinéma. Tout à fait.
Eh bien Greg, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et on se retrouve très vite. Il me semble que dans le calendrier, nous nous retrouvons la prochaine fois à l'audio pour parler de Light Sleeper. Bon, Spike, c'est le moment de se quitter, mais donc je dois te demander quelle est ton occupation, comme le ferait l'officier face à Patty Hearst au moment de son arrestation. La guérilla urbaine. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous révolutionnaires. Des bisous, à bientôt.